La semaine a démarré par de nombreuses réactions de citoyens, organisations religieuses, partis politiques et du gouvernement sur l'attaque terroriste au Point Triple qui a coûté la vie à 30 soldats béninois. Condoléances aux familles éplorées, compassion à l'endroit des forces de défense et de sécurité et également proposition de nouvelles lignes de défense sont entre autres réactions. Du côté de la hiérarchie militaire, un conseil militaire extraordinaire convoqué a eu lieu pour faire l'état des lieux, analyser les failles et mieux se projeter. Suite à l'attaque terroriste survenue le 8 janvier 2025 au Point Triple, au cours de laquelle les forces de défense et de sécurité ont enregistré de lourdes pertes dans leur rang, le général Fructueux Gbagidi, chef d'état-major général des armées, a convoqué un conseil extraordinaire pour ce lundi 13 janvier. Cette réunion permettra aux divers responsables des forces de défense et de sécurité d'analyser les nouvelles menaces et de renforcer les systèmes de défense. Mais avant cette initiative du chef d'état-major général des armées, plusieurs partis politiques ont réagi à travers des communiqués. Le contenu de ces adresses diffère d'une formation politique à une autre, mais globalement, ils sont marqués par une forte émotion et une condamnation unanime de l'acte. Les partis de l'opposition ont d'abord exprimé leur solidarité aux familles des vaillants soldats tombés au front, aux forces de défense et de sécurité et à toute la nation. Le parti Force Cori pour un Bénin émergent et le mouvement populaire de libération appellent à un élan de solidarité et affirment la nécessité de combattre le terrorisme sous toutes ses formes. Dans son communiqué, le Parti Les Démocrates invite le gouvernement à des actions concertées avec les pays voisins afin de vaincre l'ennemi commun. Cette énième tragédie renforce notre conviction sur le fait que la lutte contre le terrorisme ne saurait être l'affaire d'un seul camp politique ou d'un État isolé, affirment les démocrates à travers cette publication. Lors d'une déclaration de presse le vendredi 10 janvier 2025, la formation politique a fait des propositions pour une lutte plus efficace contre ce phénomène. L'une de ces propositions concerne le renforcement de la coopération régionale. Les démocrates suggèrent ainsi la création de brigades mixtes, également appelées groupements tactiques interarmés. Les partis de la mouvance ne sont pas restés de marbre. Le Bloc républicain et l'Union progressiste Le Renouveau ont aussi exprimé leur soutien aux forces de sécurité. Ils ont par la même occasion salué les efforts du chef de l'État Patrice Talon pour le renforcement des capacités opérationnelles des forces armées en leur fournissant les moyens nécessaires pour triompher sur cette menace. Le Bloc républicain et l'Union progressiste Le Renouveau appellent par la même occasion toutes les composantes de la nation à la vigilance, l'unité, la solidarité et au courage dans cette commune résolution qu'est la défense de la patrie, le Bénin et pour la quiétude de la population. Dans l'ensemble, bien que les approches sont différentes, les partis politiques sont unanimes sur l'appel à l'unité nationale face à la menace terroriste. Le gouvernement, par la voix de son porte-parole, dit avoir tiré les enseignements de cette attaque meurtrière et reprécise. Relativement aux conditions dans lesquelles ce drame est survenu, nous avons bien évidemment commencé à tirer les enseignements. La hiérarchie militaire s'est portée sur les lieux pour apprécier de visu ce qui a pu se passer. Le chef de l'État et son gouvernement s'en sont préoccupés. Des discussions ont eu lieu, des évaluations ont eu lieu, afin de voir comment optimiser encore notre stratégie et la façon dont le commandement se fait. Je voudrais ensuite vous dire que s'il ne tenait qu'au Bénin, au président Patrice Talon, évidemment que nous serions dans une stratégie concertée avec les pays voisins. C'est encore le président Patrice Talon qui a eu l'idée de ce qui a été appelé l'initiative d'Accra, par laquelle il demandait justement à tous les pays de la communauté de mutualiser leurs moyens, leurs stratégies, afin de conduire une riposte concertée face à ce phénomène. La disponibilité des autres n'étant pas apparue de façon manifeste, notre pays a pris sur lui
d'engager les investissements nécessaires, les recrutements massifs aussi, la mise à disposition d'équipements adéquats pour faire face à ce phénomène. Les résultats sont tels que, s'il est vrai que nous connaissons de temps à autre des attaques, celles qui sont enrayées en amont représentent N fois le nombre de celles qui ont des effets, du genre de ce qui est intervenu le 8 janvier et que vous avez évoqué. Et il ne vous aura pas échappé justement que cette attaque est intervenue à l'endroit qu'il est convenu d'appeler le point triple, la zone frontière entre le Bénin, le Niger et le Burkina Faso. Et dans cette zone-là, si vous faites le point, il n'y a que le Bénin qui soit présent pour assurer une lutte contre ce phénomène. Des deux autres côtés de la frontière, il n'y a pas de présence étatique avérée, il n'y a pas de présence militaire. Quand le président de la République disait dans son message sur l'état de la nation devant l'Assemblée nationale le 20 décembre dernier que nous subissons ces assauts parce que dans certains pays voisins, ces criminels sont en roue libre, certains de nos compatriotes n'avaient pas compris. S'il y avait de la présence militaire des deux autres côtés de la frontière, avant que de venir essayer de s'en prendre à nos hommes, ces délinquants, ces criminels auraient essuyé tout au moins la résistance des autres forces armées de l'autre côté des frontières, ce qui n'était pas le cas. Mais cela ne nous décourage pas. Pour autant, nous savons que nous avons une armée mobilisée. Et le meilleur hommage que nous puissions rendre à nos soldats, c'est déjà, pendant qu'ils sont là, leur garantir les meilleures conditions d'exercice de leur ministère. Ces informations, Wilfrid Léon Mougbedji les a livrées à la suite de son traditionnel point de presse après le Conseil des ministres. Mais dans un autre format, le porte-parole du gouvernement, à nouveau interrogé sur la question, a clarifié certaines informations qui ont circulé après l'attaque. Les soldats au front seraient des stagiaires sans aucune aptitude au combat. Pire, les hommes ont subi l'assaut des assaillants pendant 8 heures sans renfort. Voici les clarifications du porte-parole du gouvernement. De là à postuler que les assaillants ont tiré pendant 8 heures de temps, cela sort tout droit, excusez-moi de vous le dire, de l'imagination de certains qui, de mon point de vue, n'ont aucune connaissance de la réalité, aucune prise sur ce qu'il y a. Fort heureusement, nos forces de défense et de sécurité ont de plus en plus les moyens adéquats pour faire face aux périls, quels qu'ils soient, auxquels ils pourraient être confrontés. Ils ont la formation nécessaire et ils ont les effectifs. Cette attaque meurtrière est intervenue à quelques jours de la commémoration du 16 janvier, date à laquelle les Béninois en général et les forces de défense et de sécurité en particulier se souviennent des martyrs tombés sur le champ d'honneur le 16 janvier 1977. Retour dans l'histoire. Dimanche 16 janvier 1977, il était environ 7 heures du matin lorsqu'un aéronef atterrit à l'improviste sur le tarmac de l'aéroport international de Cotonou. Très rapidement, l'appareil se vide de sa charge. Presque une centaine de mercenaires africains comme européens, du matériel militaire et quelques caisses. Les hommes se répartissent en 3 colonnes chargées de prendre le contrôle des endroits stratégiques de la ville comme le Kangezo, principale base militaire de Cotonou, la présidence, la radio, etc. Mais ils n'y parvinrent point. À la présidence, située à quelques minutes de l'aéroport, qu'ils ont atteint sans grande difficulté, la troupe à Bob Denard essuya une riposte inattendue, une vraie surprise pour le célèbre mercenaire qui pourtant avait reçu quelques semaines plus tôt des assurances que l'expédition de Cotonou ne serait qu'une partie de jeu. Mais c'est sans compter sur une armée patriote capable de refouler une attaque surprise. Dès lors, la radio est restée aux mains de la patrie béninoise, ce qui permit à Mathieu Kérékou, un peu plus d'1 heure seulement après le débarquement des mercenaires, de donner l'alerte en ces mots. Ainsi donc, un groupe de mercenaires
à la solde de l'impérialisme international aux abois, a déclenché depuis ce matin à l'aube une agression armée contre le peuple béninois héroïque et sa révolution démocratique et populaire en attaquant la ville de Cotonou. En conséquence, chaque militante et militant de la révolution béninoise, où qu'il se trouve, doit se considérer et se comporter comme un soldat au front, engagé dans un combat sacré pour sauver la patrie en danger. Un appel que le peuple a entendu. J'ai vu au village, j'ai vu des gens qui connaissaient personne, qui étaient presque des illettrés, étaient prêts à aller combattre les mercenaires pour défendre la révolution. Ferveur populaire, armée déterminée à en finir avec ce chef mercenaire dont la renommée funeste dans les actes de déstabilisation de régime dépasse le continent. L'opération Crevette, qui avait comme dessein de mettre fin au régime du président Mathieu Kérékou, fut donc un échec cuisant pour celui qui était célèbre pour les coups de ce genre en Afrique. Les soldats béninois, Paulin Toto, Yessoufou Sissi, Sylvain Comlan, Basile Abiodun, Pascal Mpo Daabapa, Mathieu Tossou et Alassane Kassim ont donné leur vie pour leur patrie. Plus de 4 décennies plus tard, une nouvelle menace est aux portes du Bénin. Des incursions des groupes armés terroristes dont la dernière attaque a fait une trentaine de décès dans le rang des forces armées béninoises. Le sacrifice de nos anciens martyrs ne sera pas vain, a déclaré le chef d'état-major général, le général Fructueux Gbagidi, le 16 janvier 2024, à l'occasion du souvenir de l'événement de 1977. Nous ferons toujours de telle sorte que chaque fois qu'on nous attaque, ce soit le dernier jour pour ceux qui nous attaquent. Parce que le Bénin doit être défendu par ses soldats. La nouvelle menace aujourd'hui est donc bien réelle, et telle en 1977, les soldats au front, par la voix de leur général, rassurent d'une mise en déroute de l'ennemi. Des martyrs d'hier, des héros d'aujourd'hui, des hommes braves dont la mémoire est célébrée à travers le dépôt de gerbes symboliques à la place du souvenir. L'acte a été posé par le chef d'état-major général, le général Fructueux Gbagidi. 16 janvier 2025, 16 janvier 1977. Exactement 48 ans que le Bénin a été victime d'une attaque. Une opération au cours de laquelle plusieurs soldats ont perdu la vie. Ces martyrs sont honorés à cette date. C'est le général Fructueux Gbagidi, chef d'état-major général des forces armées béninoises, qui a présidé la cérémonie de dépôt de gerbes à la place du souvenir. L'hymne national retentit en présence d'hommes et femmes en tenue, de fils et filles des soldats perdus. En ce jour mémorable, le chef d'état-major présente ses condoléances aux familles des victimes et invite à une synergie pour combattre la menace à laquelle nous faisons face aujourd'hui. Il y a 48 ans, notre pays était attaqué. Des militaires, des civils mobilisés et déterminés ont fait face à la menace et notre pays n'est pas tombé. C'est le lieu pour moi aujourd'hui de rendre hommage à ces Béninois qui ont défendu le Bénin avec brio. Aujourd'hui, notre pays est à nouveau attaqué. J'ai une pensée pour les camarades tombés sur le champ d'honneur dans le cadre de l'opération Mirador. Je leur rends hommage pour leur bravoure. J'ai une pensée pour les parents. Je leur présente toutes mes condoléances. C'est dur, mais le métier est dur. Quand on se rappelle que c'est dans une synergie d'action qu'en 1977, il y a 48 ans, nos anciens se sont levés pour faire face à l'ennemi. Il est important qu'aujourd'hui encore, dans la même synergie d'action, et militaire et civil, nous puissions faire face au terrorisme international qui nous agresse. Cette cérémonie permet une fois encore de nous rappeler de ces braves hommes qui ont perdu la vie
en défendant la patrie. Le 16 janvier 1977, 48 ans après, des citoyens s'en souviennent encore et proposent. 1977, le 16 janvier précisément, c'est la date à laquelle des mercenaires sont venus poser l'acte de barbarie dans notre pays. Et ça a conduit à la survie du général Mathieu Kérékou et à la mort de Bob Denard. Maintenant, nous avons des martyrs. Il est bien, chaque année, on vient déposer les germes, mais je voudrais demander d'abord à nos honorables députés à l'Assemblée nationale, étant donné que nous avons plusieurs martyrs au Bénin maintenant, il y a les djihadistes qui ne cessent de frapper, l'état-major est en train de prendre des dispositions certainement, mais quand on va déposer les germes là, le jour-là même, ils n'ont qu'à aller au domicile de ceux-là qui sont des martyrs de la République pour déposer des nourritures, des vivres pour 1 an. Waouh, j'ai 6 ans et demi et mon petit frère a 9 mois. Mais on nous a gardés jusqu'à grandir et après on nous a fait l'histoire, on nous a dit l'histoire. Et on prend ça comme ça, c'est déjà fait. On a réagi comme on peut réagir. On plaît, même aujourd'hui, on ne pleure plus. On sait que même si on plaît là, il ne peut pas sortir, il ne peut pas se lever. Et c'est les prières. J'ai vécu le 16 janvier. Ça me fait 48 ans. S'il était encore en activité, ça me fait 48 ans. À l'agression, j'étais déjà dans l'armée. Les frères d'âmes qui sont morts, vraiment, on ne peut pas les citer tous, mais tous c'est nos frères d'âmes. Paix à leurs âmes. Dommage, c'est arrivé. On n'a jamais souhaité que cela se passe. On prie Dieu que la prochaine fois, ça ne se passe plus. Bon, 16 janvier, directement, avec 16 janvier 1977, ça nous rappelle directement l'arrivée des mercenaires dans notre pays, le Bénin. Donc, ils sont venus attaquer notre pays. Et le jour-là, il y a d'autres militaires du Bénin qui sont morts les armes à la main. Donc, mes amis, c'est le jour-là qui a fait que la place des martyrs est née. Ils ont fait la place des martyrs. Ces soldats-là qui sont morts, on peut maintenant faire recours à leur famille. On peut penser à leur famille. Parce qu'ils ont laissé des enfants à la maison, ils ont aussi des pères et des mères à la maison, peut-être pour supporter à tout moment. Donc on doit penser maintenant à tous ces gens-là pour eux. Parce qu'ils sont morts maintenant pour le pays, pour notre patrie. Il y a 48 ans, c'était donc des mercenaires, aujourd'hui des terroristes, un fléau que seules des actions communes pourraient combattre, reste convaincu le consultant politique Agapit Napoléon Baforican. Le défi entier, le chef d'État l'a dit, et quand il a rencontré les militaires, il a été très clair, et il les a encouragés, et il a pensé à ceux qui ont laissé leur vie, et il a encouragé, et il a parlé des défis. Ce défi, on le voit, une guerre symétrique, il n'y a rien à dire, vous avez beau prendre toutes les dispositions, il y a toujours que l'ennemi a un pas d'avance que vous, parce que justement, lui vous voit, vous ne le voyez pas. Parce que les gens s'infiltrent dans les populations, ils vivent comme les populations, ils circulent comme tout le monde, et ils peuvent vous prendre d'attaque tout le temps. C'est un défi à relever, c'est un gros défi qui passe par une coopération, d'abord une mobilisation interne, la coproduction de la sécurité. Je pense qu'on ne le dira jamais assez et nos populations ont un travail énorme à faire à ce niveau. Nos chefs de quartier, nos chefs de village, nos chefs d'arrondissement, les populations, chacun a un rôle à jouer dans les mouvements suspects, dans un certain nombre de pratiques commerciales dans l'environnement. Je pense qu'il y a beaucoup à être attentif. Ce n'est pas que le travail du gouvernement, hélas. Beaucoup pensent que c'est ça. Le gouvernement est à l'œuvre, elle doit faire son travail. Le mal est plus endémique parce que, à partir du moment où ça s'est propagé d'un certain niveau, avec tout ce qu'on a comme opération, avec les Français, avec les Américains, avec les renseignements, avec ça, si on n'est pas arrivé à bout, ce n'est pas notre petit pays qui va s'en sortir seul. Le pays fait l'effort de s'équiper, d'apporter les réponses idoines à cette nouvelle situation, mais c'est un défi quotidien. En attente de cette volonté populaire pour la coproduction de la sécurité sur la question du terrorisme, les habitants du quartier Akpakpa, eux, dans le 3e arrondissement de Cotonou, ont eu une prompte réaction en alertant sur une situation qui s'est très vite transformée en drame. Une explosion de produits chimiques qui a créé un incendie qui fera au moins 150 victimes. C'était samedi 11 janvier 2025. Le lundi, la rédaction est retournée sur le terrain. Le constat.
2 jours après l'incendie de l'immeuble détruit par l'explosion des produits chimiques ayant entraîné des pertes en vies humaines ainsi que des dégâts matériels ce samedi 11 janvier au quartier Ayelawadje 1, à Akpakpa dans le 3e arrondissement, une équipe de notre rédaction est allée faire le constat. Le bâtiment sinistré se dresse, partiellement détruit. Les flammes ont cessé, mais les dégâts sont visibles. Les murs sont noircis, des fenêtres brisées, l'odeur du brûlé persiste dans l'air. La police a installé des barrières autour du bâtiment, interdisant l'accès. Des rubans de sécurité signalant clairement la zone fermée. Plusieurs agents patrouillent encore afin de contrôler le périmètre. Des mesures d'évacuation sont mises en place pour protéger la population environnante des potentiels effets secondaires pouvant découler de ce sinistre. Quelques témoins rencontrés dans les environs comptent les faits. Ce qui s'était passé le samedi passé, vraiment c'est déplorable parce que j'étais à Segbea et on m'a appelé qu'il y a la fumée, il y a l'incendie à côté de ma maison parce que j'habite tout juste à côté du magasin. Je suis arrivé, je ne peux même pas entrer dans l'avant. Il n'y a que la fumée partout. J'ai demandé, il paraît qu'il y a le magasin qui est à côté de nous. Il y a les Arabes, les Pakistanais qui sont venus louer et ils ont stocké des marchandises. D'où ça vient, personne ne sait. Moi, j'ai mes propres frères, leurs femmes, leurs enfants, eux tous sont à l'hôpital. D'autres sont au CNHU. Les autres sont à l'hôpital de zone de Calavi. Vraiment, ça fait pitié. Même chose à traverser mes enfants commençaient par vomir. C'était horrible le jour-là. On a fui. On nous dit après que c'est un produit toxique. Même à l'heure où nous sommes maintenant, moi je ne connais même pas le produit. D'autres disent eau de javel, d'autres disent c'est peinture. J'étais à la maison, je suivais la résolution du match du Real quand j'ai entendu l'explosion et les enfants ont commencé à crier que les compteurs ont pris feu. Je suis sorti, arrivé au portail, j'ai constaté qu'en face de moi, l'immeuble qui est en face de moi, c'est le magasin de l'immeuble qui a pris feu. Et c'est comme ça, ça a commencé. On a commencé à appeler le commissariat et les sapeurs-pompiers. Ils sont venus, ils ont essayé de faire leur possible. À la fin, tout ce qui était dans la maison, c'est une maison à 2 étages. Ceux qui étaient au premier, au deuxième, ils n'ont pas eu la chance de sortir vivants. Et les maisons en face, les maisons à côté, pas moins d'une quinzaine de maisons, tous ceux qui étaient dans ces maisons ont reçu l'effet de cette fumée. Des habitants ont exprimé leur gratitude envers le gouvernement, les pompiers et les forces de sécurité qui ont promptement réagi face à la situation. J'avoue beaucoup le dévouement des autorités. Ils n'ont pas resté les bras croisés, ils ont fait ce qu'ils ont eu, surtout la sécurité. Tous les commissariats d'Akpakpa sont en train de monter la garde tour à tour. Donc vraiment, je remercie beaucoup le gouvernement pour ce tas qu'ils ont posé. Et on remercie les policiers parce qu'ils sont à pied d'œuvre. Sans eux, ce qui va se passer, on ne peut même pas parler. Les sapeurs-pompiers, les policiers, ils ont porté aide à la population. C'est eux qui ont encadré, c'est eux qui ont cherché les populations parce que la fumée sort. La fumée sort et la population respire, c'est dangereux. C'est les policiers qui les chassent, les sapeurs-pompiers, ils ont fait tout. Il y a plus de 6 camions de sapeurs-pompiers pour pouvoir éteindre. Mais ça a fait plus de 48 heures avant que la fumée a cessé. Voilà, on profite de cette occasion aussi pour saluer les autorités, les sapeurs-pompiers, les policiers. Voilà, on n'a pas assez
de rentrer dans la maison. Vous voyez, on est parti chez nos parents pour pouvoir se loger là-bas. On va laisser les autorités faire leur travail pour nous dire quand est-ce que nous pouvons rentrer. Et secondo, voilà qu'on ne connaît pas la nature des produits. Vous voyez, il faut rester comme ça. Il faut que nous aussi, on aille à l'hôpital pour se faire consulter. On ne sait pas encore. Vous voyez, tous ceux qui sont alentours ont eu des problèmes. Élus locaux et populations appellent à la vigilance afin que de telles tragédies ne se reproduisent. Notons que dans un communiqué publié ce dimanche 12 janvier 2025, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, a invité les populations riveraines à s'abstenir de consommer tout aliment non protégé ou depuis stocké dans un récipient non couvert, repas, animaux, végétaux se situant dans un rayon de 100 mètres à la ronde de l'épicentre de l'incendie jusqu'à nouvel ordre. Un drame, mais dont les responsabilités sont bien partagées, c'est l'avis des invités du débat du soir, invités à opiner sur la question. Le contenu de leur analyse dans cet élément. L'incendie produit à Elawadje, quartier populaire d'Akbakba, causant d'importants dégâts matériels et des pertes en vies humaines, a suscité des interrogations sur les responsables du drame. Cet incident a fait partie des sujets de débat sur le plateau du Grand Soir. Selon Mohamed Liamidi, l'incendie survenu a révélé des lacunes dans le respect des normes de sécurité. Il insiste sur la nécessité d'une révision des standards en matière de stockage et de commercialisation des produits inflammables. Par rapport à ce qui s'est passé, l'incendie là, c'est le secteur gazier. Non, je crois pas. C'est un problème, à la limite, je dirais, de normes dans tout ce que l'on veut faire. S'il y a eu problème, on ne connaît pas encore les résultats de l'enquête, on va attendre de savoir. Mais c'est clair qu'il s'est posé un problème de stockage. Et donc, ça veut dire simplement que c'est une question de normes, les normes n'ont pas été respectées. Est-ce que ce type d'activité-là devrait se faire là? Donc, il y a tellement de contours qu'il faut chercher à maîtriser. Et le fait de vouloir encore régulariser, j'en dirais encore, bon, on ne fait que se débrouiller avec ces petits commerces-là que nous avons. Voilà, on ne peut pas se mettre en règle parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ci. Quand on comprend maintenant que ça peut coûter en vie humaine, il va falloir que les autorités prennent leurs responsabilités et agissent pour sauvegarder la vie de ceux qui restent encore. Il ne faut pas qu'au nom du profit que veulent faire certaines personnes, que des innocents puissent perdre la vie de cette manière. C'est regrettable. Un avis que partage partiellement Théodule Roussa, mais ce dernier va plus loin en pointant une responsabilité partagée. Pour lui, la négligence des contrevenants est une partie du problème, mais les autorités ont également une part de responsabilité. La responsabilité, elle est partagée quand on en arrive à de pareilles situations, que les autorités, les forces de l'ordre cherchent à véritablement sévir. Est-ce que ce ne serait pas nous, les mêmes populations, qui vont commencer toujours par crier oui, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas ceci, il n'y a pas d'activité, voilà ce qu'on fait. Autant d'agitation, de problèmes, je dirais que c'est un phénomène sociologique qu'il faut étudier. Toujours est-il que l'État doit sévir et faire son travail véritablement pour que de ce type de produits qui sont emmagasinés dans des conditions impossibles et inacceptables soient véritablement interdits. Enfin, Ali Toundé a insisté sur la faute directe des commerçants qui stockent et vendent des produits dans des lieux inappropriés. Si déjà, en tant qu'individu, avec une conscience, je sais reconnaître un élément dangereux et que par erreur ou bien par mégarde, je décide d'abriter cet élément-là et qu'un incident se produit après, cela voudra dire que je suis tout autant responsable. Maintenant, de la part des autorités, je pense que c'est le moment d'intensifier peut-être les contrôles parce que ce sont des contenus qui ont pris par la frontière pour intégrer notre nation. Si le contrôle avait été régulé, si le contrôle avait été bien assuré à ce niveau-là, ces contenus-là ne seraient pas entrés dans le pays de manière anarchique et mis à la disposition d'un citoyen lambda. Il y a déjà des décès, c'est le moment de sévir. Il faut récupérer les contrevenants, sanctionner pour servir d'exemple aux autres. Un incendie qui montre les défis liés à la régulation du secteur gazier au Bénin. Les propositions des invités convergent sur une nécessité, renforcer les normes et les contrôles pour éviter que de tels drames ne se répètent.
Au lendemain du drame, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, à travers un communiqué, a informé la population béninoise des mesures prises pour prendre en charge les victimes. Mardi 14 janvier 2025, une délégation ministérielle s'est rendue au chevet des sinistrés. Une délégation gouvernementale a fait une descente au CNHU de Cotonou afin d'assister les accidentés victimes de l'incendie survenu à Aye-la-Wadje samedi dernier. Tout en félicitant les agents de santé pour leur promptitude, le ministre de la Santé a expliqué comment la prise en charge a été coordonnée dès les premières minutes. Automatiquement, les équipes du centre d'opération d'urgence de santé publique et du SAMU se sont mobilisées. Dans un premier temps, autour du centre de santé d'Aye-la-Wadje qui était juste à côté et de l'hôpital de zone de Surulere, où nous avons effectué justement la prise en charge initiale et le tri des patients, qui étaient tous pratiquement dans un état d'instabilité respiratoire. Et grâce aux ambulances qui ont été justement acquises dernièrement par le gouvernement, nous avons pu organiser leur transfert sécurisé vers le CNHU et le centre de traitement des épidémies d'Abomey-Calavi, où nous avons eu à recenser plus de 150 patients, dont plus de la moitié sont des enfants, je tiens à le préciser, à partir de 2 ans jusqu'à plus que ça. Il faut dire que parmi les patients qui ont été admis, il y avait d'emblée une dizaine qui étaient graves, très graves, qui ont bénéficié de soins de réanimation intensifs, dont nous avons malheureusement perdu 2 déjà entre le samedi et le dimanche, et dont actuellement 4 encore sont en situation critique, dont un enfant. La situation a évolué positivement et grâce aux soins prodigués, actuellement plus des 2/3 des patients qui ont été mis en observation parce qu'il était important de les mettre en observation pendant une longue durée. Parce que des fois, ils n'avaient absolument rien et quelques instants plus tard, basculaient en détresse respiratoire. Donc nous avons gardé en observation jusqu'à ce jour. Et puis les 2/3 ont été libérés actuellement. Il y a encore quelques-uns, pratiquement une 50aine qui sont encore en cours de suivi au niveau du CNHU et du centre de traitement des épidémies d'Abomey-Calavi. Des dispositions se prennent pour repérer les effets que pourraient avoir les toxines à long terme sur les sinistrés et les prévenir. Globalement, je dois dire que nous, au niveau médical, nous sommes en train d'essayer d'analyser actuellement la situation du point de vue de la toxicité du produit pour essayer d'envisager les complications à moyen et à long terme. Donc la prise en charge continue. Le conseil essentiel que nous allons donner par rapport aux populations qui sont encore dans les zones avoisinantes, de faire très attention. Les maisons qui sont situées aux abords immédiats du lieu ont été totalement évacuées. Et je voudrais qu'on maintienne ce statu quo pour le moment, étant donné qu'on ne mesure pas encore le délai de rémanence de ce gaz et de son évacuation. Donc prudence, prudence et encore prudence. Dans tous les cas, l'équipe de santé est totalement engagée. Je voudrais lancer une invitation à toute personne qui a été exposée dès qu'il sent le moindre petit signe de ne pas hésiter à se présenter au centre de santé le plus proche possible pour une prise en charge optimale. Sur le plan social, le gouvernement a également mis en place des mesures pour soutenir les personnes affectées. Depuis le dimanche, les équipes également de l'action sociale sont à pied d'œuvre pour écouter les familles, pour venir en soutien, si je peux le dire ainsi, sur le plan psychologique, parce que ce sont beaucoup de familles qui sont affectées. Je voudrais aussi, à la suite du ministre de la Santé, dire que s'il y a des familles qui sont inquiètes, qui voudraient en savoir plus, qui se rapprochent des guichets uniques de protection sociale situés dans la zone, puisque il y a un périmètre qui a été délimité pour pouvoir avoir plus d'informations et une fois encore appeler, inviter la population non seulement à la vigilance par rapport aux entreposages abusifs de substances, même d'essence. C'est vraiment un cas de trop et inviter toute la population, c'est la responsabilité collective pour dénoncer lorsqu'il y a des entreposages qui ne sont pas normaux dans des zones habitées ou habitables. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a prodigué quelques conseils à l'endroit de la population afin de prévenir le danger. Nos services sont intervenus avec la plus grande promptitude. Dans les 30 minutes qui suivaient, nos agents étaient là, les agents de l'Agence béninoise de protection civile. Leur intervention a été salutaire et nous a
permis certainement de sauver beaucoup de vies. Il faut agir en amont parce que lorsque le sinistre survient, quoi qu'on fasse après, il y a toujours des dégâts. Donc il faut privilégier la prévention. Et privilégier la prévention, c'est collaborer avec la police. Aujourd'hui, au niveau du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, nous avons un numéro vert, le numéro 166, que n'importe quel citoyen peut appeler. Lorsque dans votre environnement, vous constatez qu'il y a un entreposage de produits dangereux, ça peut être des produits pétroliers ou des produits à caractère chimique, comme ce que nous avons vécu là, il faut réagir, appeler le numéro et dire à la police que vous êtes inquiété parce que autour de vous, il y a des produits qui peuvent entraîner des problèmes. La prise en charge des patients demeure gratuite. Avant cette visite, le Haut Commissariat à la prévention de la corruption, à travers une déclaration de presse, a réitéré aux populations et aux victimes la volonté de l'organe à collaborer avec toutes les forces publiques afin que de pareils drames puissent être évités à l'avenir. C'est avec une profonde tristesse que le Haut Commissariat à la prévention de la corruption, HCPC, a appris l'incendie dévastateur survenu le 11 janvier 2025 dans le quartier Aïlawadje 1 à Akpakpa, entraînant la perte tragique de 6 vies humaines et de nombreux blessés graves. Nous adressons nos sincères condoléances aux familles endeuillées et exprimons notre solidarité envers les victimes et leurs proches. Nous exhortons les autorités compétentes à mener une enquête approfondie pour déterminer les causes de cet incident et identifier d'éventuelles négligences ou manquements aux normes de sécurité eu égard à la loi 2022-36 du 10 juillet 2023 portant gestion des produits chimiques et de leurs dérivés et du décret 2023-423 du 26 juillet 2023 portant modalité d'importation, de stockage et de distribution des produits pétroliers raffinés et de leurs dérivés en République du Bénin. Il est impératif que les responsables de la gestion de produits chimiques respectent strictement les protocoles de sécurité établis pour prévenir de tels drames. Le HCPC réitère son engagement à collaborer avec les autorités et les parties prenantes pour renforcer les mécanismes de contrôle et de prévention afin de garantir la sécurité de tous les citoyens. En ces moments éprouvants, nous appelons à une vigilance accrue et à une responsabilité partagée pour éviter que de telles tragédies ne se reproduisent à l'avenir. Dans le rang des citoyens, la Fondation Malher Rossou, connue pour exprimer ses positions dans des cas pareils, est montée au créneau. À travers la voix de ses responsables, elle s'est prononcée sur les drames du Point Triple et de Aïlawadje qui ont coûté la vie à des citoyens béninois. Compte rendu. Au vu de tous les événements tragiques produits ces derniers jours dans le pays, la Fondation Malher Rossou a également fait une sortie ce 16 janvier 2025, date souvenir, pour apporter à son tour son soutien aux personnes affectées. Nous présentons nos condoléances attristées aux familles éplorées suite aux tragiques attaques survenues le 8 janvier dans la zone du Point Triple au nord du Bénin et qui a coûté la vie aux vaillants éléments des forces de défense et de sécurité dans l'exercice de leur noble mission. Nous condamnons fermement toute forme de terrorisme attribuée aux djihadistes et réaffirmons notre solidarité aux familles éplorées et à la population confrontée à ces violences insensées. La Fondation désapprouve cependant certaines allégations découlant de ces faits. Nous condamnons fermement les propos de quelques citoyens qui affirment que la célébration des Vaudou-Days au Bénin serait responsable des récents incendies à l'université, la tuerie de nos militaires dans la zone du Point Triple, le crash d'un hélicoptère à Sédié Denou dans la commune de Zé, l'incident survenu à Akpakpa. Ces allégations ne sont pas fondées. Elles s'appuient sur une pensée magique et raciste, reposant sur une ignorance crasse
de la vérité. Quelques pistes de solutions sont proposées pour lutter efficacement contre le terrorisme. Il faut que nous changions de paradigme. Nous pensons que le terrorisme, c'est au nord. Si nous ne jouons pas notre partition maintenant, nous serons surpris un jour. Et ce que nous devons faire, tenons un discours de contre-attaque dans nos maisons. Occupons les jeunes, occupons les jeunes. Oui, le gouvernement a mis en place des programmes. Il y a des postes, mais les jeunes ne sont pas informés. Donc, nous qui sommes des porteurs d'opinion, c'est de notre devoir de porter cet évangile. C'est pour tout le monde, tous les jeunes. Nous devons soutenir nos forces de défense et de sécurité. S'ils déposent les armes, qui ira défendre la patrie? Qui ira protéger, assurer l'intégrité du territoire? Encourageons nos parents qui sont dans cette corporation et dénonçons toute personne qui semble être étranger dans notre environnement. Allons les déclarer au niveau du chef quartier, au niveau de l'arrondissement. Et nous verrons que nous allons faire reculer les frontières du terrorisme. L'association prévoit de rendre visite aux sinistrés dans les prochains jours pour une prière de guérison. Pendant que le gouvernement était au four et au moulin sur ces deux événements, une folle rumeur sur un supposé coup d'État a enflammé la toile les 16 et 17 janvier 2025. L'information abondamment relayée a fait réagir le porte-parole du gouvernement. Le Bénin est toujours en place, a très vite démenti Wilfried Léon Doumbédi. C'était à la faveur d'une conférence de presse. A convoqué une réunion depuis 9 heures pour faire le bilan des Vodou Days, apprécier les aspects positifs, regarder courageusement les aspects qui auront moins marché pour projeter l'édition 2026 afin d'offrir à nos concitoyens et à tous ceux qui viendraient au Bénin à l'occasion de cette prochaine édition une expérience encore plus envoûtante de Vodou Days. Et parce que j'ai un rendez-vous avec lui, je me suis excusé pour partir de la salle et vous rejoindre. Donc c'est vous dire que le pays, le Bénin, notre Bénin, est loin des sirènes apocalyptiques que certaines usines, certaines officines s'emploient à faire résonner autour de lui. Je crois que il nous appartient et il vous appartient aussi, vous les professionnels des médias en général, d'opposer à ces personnes la réalité de ce qu'il se passe au Bénin. Bien entendu, tout n'est pas encore rose au Bénin, comme nulle part ailleurs dans le monde. Mais les Béninois, et Dieu sait combien d'efforts ils font maintenant, depuis quelques années, pour changer de destin, pour s'offrir le Bénin de leurs rêves, aux couleurs de leurs ambitions. Et ça n'est pas parce que nous réussissons globalement bien par rapport à d'autres que cela va susciter autant de jalousie au point d'amener les gens à prêcher ce qui n'est pas, à souhaiter que se déroule ici une certaine apocalypse. Nous sommes le Bénin, pays de gens fiers, travailleurs, pays résilient, de plus en plus debout, n'en déplaise à ceux qui voudraient nous voir couchés. Nous n'avons pas vocation à être couchés quand nous savons que nous avons encore à faire pour nous offrir le destin, les lendemains qui chantent et que nous quêtons. Donc dites-leur que le Bénin il est en place, que le président Patrice Talon il est là, son mandat finit dans 16 mois. À l'occasion de cette sortie, le porte-parole du gouvernement a révélé aux Béninois le coût des Vodou Days 2025. Le milliard et plus, c'est la facture, mais c'est sans compter le gros coup de pouce au commerce local et à l'économie touristique. Nous avons eu, d'après les chiffres effectivement de l'INSTAD, au moins 435 000 personnes à Ouidah sur les 3 jours. Il fallait y être effectivement pour voir l'engouement de nos concitoyens, mais aussi des touristes qui sont venus. Rien qu'à voir sur les images, vous savez qu'il y avait une part importante de touristes. Les investissements autour de Vodou Days 2025, nous avions un budget d'un peu plus d'1 milliard. Mais on a dit tout à l'heure qu'il y a eu 435 000 personnes au moins qui sont arrivées à Ouidah. Quand on aura fait la part des touristes qui sont arrivés, qui ont dormi 3, 4, 5 nuits à Ouidah, où aucun hôtel n'avait aucune chambre disponible, ou dans les restaurants, les gens ont fait en une journée
un chiffre d'affaires d'1 million, là où il faisait 50, 75 000 avant. J'ai parlé de soft power. Ce que le Bénin aura gagné en visibilité mondiale, en aura, ça n'a pas de prix. C'est un bon projet que nous avons mis en place et il nous appartiendra de l'améliorer au fil des années pour que Vodou Days devienne un rendez-vous mondial immanquable. Donc nous pouvons nous réjouir tous ensemble d'avoir fait quelque chose de merveilleux, d'avoir réussi cette édition de Vodou Days sans occulter que nous ne dormons pas sur nos lauriers. Nous avons envie d'améliorer et de faire mieux. Pourquoi en 2026, on ne tutoierait pas le million de participants? L'année dernière, on n'était pas à 435 000. On était à 100 et quelques mille. Mais sur un an, on a pratiquement quadruplé le nombre de participants. Nous aimerions bien doubler ce chiffre l'année prochaine. Et que dans 5 ans, à l'occasion des Vodou Days, qu'on dise qu'il y a 5 millions de personnes qui en une semaine auront fréquenté Ouida. C'est ça nos projections. Nous avons de l'ambition pour le Bénin, mais particulièrement en l'espèce ici pour la ville de Ouida. Sans aucun doute, l'édition 2025 des Vodou Days a été un succès. Et ce sont les citoyens eux-mêmes qui en parlent. Pendant 3 jours d'émotions fortes entre danse, culture et spiritualisme, les Vodou Days, grand événement tant attendu, se sont achevés le 11 janvier. Malgré l'enthousiasme et la réussite globale de cet événement, quelques citoyens ont noté certaines défaillances. Nous avons amené la fibre optique pour alimenter le véhicule de transmission de l'ERTB pour la transmission des images à l'occasion de Vodou Days. La fête s'est très bien passée, sincèrement. Et moi, je jette des fleurs aux autorités béninoises parce que nous avons eu à rencontrer beaucoup de gens venus de l'extérieur. Mais ça a bien marché, sincèrement. Au niveau de la transmission, il n'y a pas eu de faille en ce qui nous concerne. Un bouquet de fleurs sur les autorités béninoises. Bravo, ils ont réussi le pari. C'est nous qui avons installé les bâches, les tonnelles et tout. Tout ce qui concerne les trucs de VIP, c'est nous qui avons installé. Nous sommes en train de faire le débarrassage, on a tout démonté et on est en train de charger les camions pour repartir sur Cotonou. Par rapport à l'année passée, on a eu beaucoup de changements. Puisque l'année dernière, il y avait eu du retard et tout sur le terrain. Mais cette année, ce qui n'a pas été le cas. Mais le problème que nous avons eu, nous étant employés, travailleurs sur le terrain, difficilement pour l'eau et tout. Mais à part ça, tout a été au calme. Pour l'année prochaine, nous souhaiterons qu'on règle le problème d'eau potable. Puisque difficilement, on a pu se rendre propre et tout. On était obligé d'aller dans la ville avant de se mettre propre. En un mot, je dirais que c'est super. C'est super. Et je crois qu'on n'a jamais vu quelque chose de cette ampleur. On a fait une première édition, nous sommes à la deuxième, mais dans l'ensemble, sincèrement, c'est super. Moi, j'ai apprécié. Comme nous sommes au tout début, donc s'il y a au fil des jours, s'il y a des corrections, les organisateurs seront en train de corriger au fur et à mesure. À ma part, ce que moi j'ai constaté, c'est sur le plan des stands, les stands qu'ils ont mis en location. J'ai vu que bon, c'est pas accessible à tous. C'est vrai, bon. Et nous ne sommes pas tous au même rang d'égalité socialement. Et s'il peut peut-être dans une prochaine fois voir un peu, diminuer un peu pour permettre à tout le monde d'avoir assez. Cette édition des Vodou Days, marquée par différentes prestations, a émerveillé bon nombre de participants. Je tiens d'abord à remercier le gouvernement en place pour l'hommage et l'organisation des Vodou Days. C'est un truc à encourager et que à l'avenir, que ça se pérennise et que notre culture, notre tradition, notre religion qu'est le vaudou soit non seulement vue à l'échelle africaine, mais aussi à l'échelle internationale. J'ai vu beaucoup de choses qui m'ont dépassé, quoi. Il y a tellement de monde et il n'y avait même pas la place pour regarder parce qu'il y avait des concerts et les gens sont venus de l'extérieur et autres. Mais pour le concert même là, c'était très intéressant. Moi, je remercie beaucoup le gouvernement pour l'initiative, pour l'idée qu'il a eue chaque année depuis 2 ans de valoriser notre culture, notre vaudou. Ça, c'est le Bénin.
C'était vraiment bien passé parce que bon, j'ai vu à la télé, j'ai regardé ça à la télévision, mais c'était pour ce que j'ai regardé, c'était bien passé et autres. Tandis que les podiums étaient occupés par des représentations artistiques et diverses prestations ce 10 janvier, d'autres se retrouvaient coincés dans des embouteillages pendant des heures, sans oublier les parkings limités. Un aspect des festivités qui a marqué plus d'un. La circulation, il faut revoir. Si, bon, je ne sais pas, le gouvernement a fait un effort de faire la voie. Si ça pouvait être 2 voies à l'entrée jusqu'à l'arrivée de l'arène ou du lieu où l'événement va se dérouler, je pense que ce serait bien. Il y avait des embouteillages, même on n'avait pas les routes, on n'avait pas les routes même pour passer, pour rentrer même. C'était serré, ouais, tellement. Et je voulais que l'année prochaine, il faut qu'on regarde les voies pour que la circulation soit un peu facile, quoi. La fête était super parfaite, sauf que la circulation nous a vraiment dérangé, c'est tout. Donc l'année prochaine, il faut qu'ils revoient un peu à propos de la circulation. Ce que j'ai remarqué comme différence, c'est qu'au niveau de la circulation, il y avait eu vraiment d'embouteillage, il n'avait pas eu... C'était pas du tout bien. Il y avait eu un peu de désordre sur ce côté-là. Et si peut-être l'année prochaine, on peut penser à comment régler ce côté-là, ça serait vraiment bon pour l'organisation. Oui. Il convient de rappeler qu'en dehors de l'aspect festif des Vodou Days, l'événement a également pour objectif de démystifier le vaudou. Les Vodou Days mettent en lumière l'art, la spiritualité, la culture béninoise et fait du Bénin le berceau historique du vaudou. En dehors de cette question de circulation difficile à corriger, l'autre point pas très positif qu'ont soulevé cette semaine les analystes politiques du Forum politique, c'est la consultation du TOFA lors d'un événement culturel. Le TOFA, dont les interprétations du signe Fouyekou ont fait polémique. Le TOFA n'a rien à faire dans les Vodou Days, il faut l'enlever du programme, c'est l'avis des invités du Forum politique ce mercredi. Sur le plateau du Forum politique, les analystes se sont penchés sur les interprétations controversées du TOFA 2025. Selon leur dire, le TOFA cristallise l'atmosphère des Vodou Days. Ils estiment donc nécessaire que les consultations soient séparées des manifestations. Le TOFA vient pour cristalliser encore la division parce que quand chacun se donne sa liberté de lecture, ça crée une polémique inutile. Alors, est-ce qu'on doit insérer le TOFA dans les Vodou Days? J'ai une doléance, c'est que les organisateurs regardent à quel moment il faut loger le TOFA pour que ça ne vienne pas perturber l'égrégore que crée l'égrégore d'union, le centre, l'émulation, disons la synergie que crée ce moment unique. Il ne faut pas que le FA vienne, le TOFA vienne perturber. La tentation courtisane n'est jamais loin. On a envie de plaire au chef, de servir le discours qui plairait à celui qui consulte. Même quand nous allons chez le Bokonon, chez le voyant, on force les causalités jusqu'à trouver le discours, l'image qui plairait. Donc il y a beaucoup de biais possibles. Donc définitivement, il faut savoir raison garder, trouver une autre place au TOFA, et qui s'est révélé peut-être avant, qui se révèle peut-être toujours utile dans des circonstances données. Mais là, il y a comme une extrapolation qui peut nous créer des dommages. Mais maintenant, quand on amène le TOFA au niveau de l'État, dans un État laïque, il faut faire très attention. Sinon, vous rentrez, comme vous le dites, dans la polémique. Et c'est ce à quoi nous assistons. Alors que Georges Anagonou condamne les interprétations de Kofi Asa sur le TOFA, Agapit Napoléon Maforican soutient que ce dernier est libre de faire sa propre lecture. Le communiqué montre, on ne lui a jamais dit d'aller faire une pareille interprétation. Parce que quand vous faites ça, on peut amener de complications politiques. Nous sommes en démocratie. Est-ce que ceux qui ne sont pas de l'obédience du chef de l'État vont rester là et voir que c'est leur FA là qui est en train de dire et les explications que il faut que dans notre pays, on apprenne à respecter notre État.
il est libre d'interpréter. Et on ne peut pas faire des limites à l'interprétation. L'opinion même, c'est que cette affaire d'interpréter en parlant de Talon, c'est un faux truc. Parce que moi, Talon ne quitte pas le pouvoir en 2025. Il n'y a pas d'élection présidentielle en 2025. Donc, je ne vois pas où est le problème. Par ailleurs, les invités sont unanimes sur le fait que l'édition 2025 des Vodun Days a été un succès. J'ai été heureux de voir des infrastructures sortir de terre et donner encore plus à voir et ce que ça pourrait être et ce que le cadre global de ces manifestations pourrait être à terme. Je crois que ça ne fait que commencer au fur et à mesure qu'on va dégager les malentendus, les oripeaux et corriger aussi le tir par rapport à des erreurs immanquables qui ont pu être produites. Nous connaissons Ouida, mais en une année, ça s'est transformé. La voie, les voies bitumées, l'arène découverte. Non, pour moi, je retiens simplement le succès de l'organisation, le succès des prestations, le succès des manifestations et l'engouement populaire. Mais l'aspect culturel, les gens sont venus danser, les cocos et tout ce que vous voyez, gougou et tout ça, ça c'est l'aspect, c'est la manifestation extérieure. Ça peut être culturel et ça peut alors rassembler tout le monde, que vous soyez vaudouci ou pas, et c'est ce qui s'est passé à Ouida. D'accord? Un prêtre pouvait être là, il regarde l'aspect culturel, c'est ça qui intéresse. Et cet aspect culturel-là, on a bien développé ça. La réussite aussi par rapport à rassembler tout le monde. Rassembler tous les aspects culturels de notre pays, du nord au sud. Moi, je trouve que ça aussi, c'est une réussite. Au-delà des polémiques sur le TOFA et quelques défaillances observées dans la gestion de la circulation routière, les Vodun Days restent un événement incontournable dans la valorisation et la promotion de notre patrimoine culturel.